J'ai terminé un doctorat sur l'impact des violences de genre vécues pendant les études universitaires, sur les choix de carrière et les choix académiques, les choix des carrières des personnes étudiantes qui subissent ces violences. Et dans mon quotidien, mis à part la recherche sur les violences sexistes et sexuelles, je travaille aussi dans la formation des futurs enseignantes du primaire et secondaire aux questions genre en éducation. Aujourd'hui, je vais vous présenter des parties des données de ma recherche, une partie aussi d'un outil que j'ai créé, et après, je vais aussi parler un peu plus en général de qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter de façon structurelle et systémique contre les violences de genre en milieu universitaire, en milieu de la recherche. Donc, tout d'abord, je vais contextualiser les violences de genre en milieu universitaire, puis je vais présenter des principaux constats des recherches issues des recherches en milieu francophone. Donc, je mobiliserai des données de la Suisse, de la France, du Québec et aussi de la Belgique. Et après, je introduirai concrètement un outil de prévention, donc le violentomètre, qui illustre comment on peut agir au quotidien. Et j'élargirai ces réflexions par d'autres pistes d'intervention un peu plus systémiques qui sont issues aussi des entretiens de ma recherche. Donc, avant de contextualiser, je vais parler aujourd'hui de violences de genre. Quand je parle de violences de genre, je parle d'actes qui recouvrent, qui sont de nature psychologique, physique ou sexuelle et qui viennent sanctionner des transgressions de l'ordre sexué, et permettent aussi de réaffirmer tous les rapports de pouvoir qui sont les rapports de genre. Je mobilise rapports de genre, je parle de violence de genre parce que ça me permet de parler et des rapports sociaux de sexe qui sont à l'œuvre dans les différentes situations de violence interpersonnelle, mais aussi de parler, de rendre compte d'autres formes de violence comme les LGBT-phobies, les violences qui sont vécues par les personnes étudiantes issues des minorités sexuelles de genre. Et quand je parle de violences de genre en milieu universitaire, je vais mobiliser beaucoup l'acronyme VGMU, je parle souvent, surtout de l'affiliation, pas du lieu où les violences se manifestent, mais surtout de l'affiliation de la personne qui commet le geste et qui subit le geste. Donc, pour contextualiser un peu les universités, les universités sont des bastions masculins, c'est-à-dire que en fait, elles ont été à l'origine pensées par les hommes, pour les hommes, avec des savoirs qui étaient produits par les hommes et qui étaient présentés comme des savoirs universels. Donc, c'est seulement que ces savoirs universels étaient partaient de l'expérience des hommes et étaient vraiment élargis à tout le monde, mais il n'y avait pas une compréhension du reste de la population. Donc, les femmes en étaient souvent exclues de ces espaces, et quand elles ont commencé à entrer à l'université, elles ont souvent été reléguées à des positions marginales. Et tout cela a évidemment contribué au maintien des structures de pouvoir sexistes d'une culture patriarcale qui, comme le rappelle Caroline Ramazzoglou, conduisent à une défense généralisée des privilèges masculins et à la défense et à des formes institutionnalisées des violences. Avec l'arrivée du néolibéralisme, les universités se sont transformées davantage dans institutions qui sont motivées par la compétitivité, qui est plutôt par les valeurs démocratiques, comme le rappelle Henri Giraud. Donc, dans ces contextes, les institutions universitaires préfèrent souvent éviter d'aborder en profondeur certaines thématiques qui nuisent à l'image, notamment les violences de genre, parce que en fait, on ne veut pas passer par des lieux où les personnes peuvent se trouver en danger. On veut préserver cette idée d'être des espaces libres de ces violences pour avoir cette attractivité qui fonctionne très bien dans la compétitivité du monde universitaire. C'est ce que Alison Phipps appelle le balai institutionnel, qui souvent constitue à invisibiliser et minimiser ces violences. Donc, un balayage qui non seulement continue à maintenir cet ordre patriarcal au sein des universités, mais qui donne aussi une fausse impression
que ces espaces sont libres de violence. Et là, c'est une citation issue de ma recherche de Gladys, c'est un prénom d'emprunt, qui dit « Je m'attendais à un espace bienveillant et safe en arrivant à l'Uni, grâce en outre à ces affiches de propagande antiraciste, antisexiste, et du coup, j'ai baissé la garde. En tant que femme, je ne pourrais jamais baisser ma garde devant deux hommes cis me faire piétiner. » Donc, c'est vraiment ce décalage aussi entre ces valeurs affichées souvent par les universités comme des espaces de lutte contre ces violences qui sont vraiment, qui ne prend pas le problème de fond de façon structurelle, mais c'est juste un affichage qui promeut une image et la réalité vécue au quotidien par les personnes étudiantes, mais aussi par les personnes qui travaillent dans ces institutions. Donc, les universités se donnent comme mission de garantir l'égalité, l'équité, la sécurité, comme le rappellent beaucoup de chercheuses, mais elles tendent souvent à reproduire tous les rapports de pouvoir et les inégalités qui sont à la base de ces violences de genre. Donc, cette contextualisation historique permet aussi de mettre en avant que les violences de genre sont liées à des dynamiques de pouvoir, non seulement à des comportements individuels, qui traverse les espaces. Et dans un travail récent O'Connor et collègues, en fait, il y a des caractéristiques organisationnelles des universités qui favorisent la persistance de ces violences. Donc, il y a des hiérarchies masculines dominantes, avec une concentration de pouvoir dans les mondes, surtout d'hommes blanches, cis, en position de pouvoir élevé, des relations de dépendance de certains groupes, notamment les personnes étudiantes, les doctorantes ou les chercheuses qui sont souvent dans des situations précaires. Donc, toutes ces situations de précarité favorisent une ambiance où ces violences se manifestent. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, cette idée de néolibérale, de hypercompétitivité, donc de précarité des contrats, aussi de protection des stars qui amènent beaucoup d'argent aussi à l'université et qui donc il faut surtout essayer de protéger pour protéger cette réputation institutionnelle et qui contraste vraiment avec cette protection des personnes qui subissent ces violences et aussi qui dénoncent ces violences qui sont souvent silenciées, souvent considérées comme des personnes problématiques et qui amènent encore une fois à cette individualisation du problème. On a aussi un leadership qui est méconnaissant des questions genre, qui n'a pas vraiment conscience aussi des violences de genre, des rapports de genre. Je pense que les rapports de pouvoir de genre à l'université n'existent pas. Ce qui crée en fait qui fait que les politiques institutionnelles de lutte contre ces violences sont juste comme je disais, des politiques de façade qui entraînent aussi une absence de sanctions réelles et de tolérance vis-à-vis certains types de comportements. Cela est aussi augmenté par cette mythe de à l'université ça n'a pas lieu parce que en fait on a encore ces idées que les violences de genre ont beaucoup en fait que les violences de genre arrivent dans des milieux peu éduqués. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, un déni des rapports de pouvoir dans les universités. Donc tout cela a des conséquences, sur la façon dont ces questions sont comprises. On a une minimisation des violences de genre qui sont souvent traitées comme des problèmes individuels, une faible taux de signalement, parce qu'on a peur des représailles. Cette précarisation aussi dans les universités fait que les gens ne parlent pas de ces problèmes parce qu'on a peur d'être considéré une personne problème et cela peut nuire à notre carrière. Et donc, il amène aussi à une normalisation de ces violences au sein de la culture institutionnelle. Pour parler de la recherche sur ces questions, ces questions ont été, les problématiques des violences de genre en milieu universitaire ont commencé à être étudiées aux États-Unis déjà dans les années 50. Les États-Unis continuent à être un pays pionnier sur les recherches, mais on voit que les constats issus des recherches aux États-Unis
montre que effectivement ces violences continuent à persister, que c'est des violences qui ont un fort impact et des fortes conséquences sur la progression des carrières. Et en fait, ces résultats accompagnés aussi à l'émergence des mouvements récents de lutte contre les violences sexistes et sexuelles comme MeToo, comme Ni Una Menos, comme Balance ton corps, font que ces violences commencent à être reconnues comme un problème généralisé aussi. Et donc, il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent aussi à ces questions. Ce qui montre en fait aussi que en fait, il y a cet intérêt de commencer à comprendre c'est quoi les mécanismes à niveau institutionnel qui influencent aussi ces violences. Pour ce qui concerne la France, donc c'est depuis les années 2000 qu'on a beaucoup d'associations qui se mobilisent pour lutter et dénoncer les violences de genre en milieu universitaire. On a notamment le collectif Clash, qui était vraiment elles étaient des pionnières. C'était à l'initiative de doctorantes en sciences sociales à la suite d'un procès d'une doctorante contre son directeur de thèse, qui a été très médiatisé en France et qui a permis la création de cette collectif qui, avec aussi l'Association nationale d'études féministes, a permis de avancer certaines politiques publiques, notamment poussées pour la circulaire du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ils ont aussi mis en place des initiatives comme les vadémécum à l'usage des établissements. Il y a aussi un nouveau collectif Badass qui travaille justement, on parlait avant des initiatives sur la prise de conscience des violences qui ont lieu sur les terrains dans notre recherche. Donc, ce blog permet de parler des violences de genre vécues pendant les terrains, pendant les recherches. Et aussi, ces initiatives ont poussé pour pour la création d'enquêtes nationales, notamment l'enquête Virage Université qui a été menée par la l'ANEF, et aussi l'enquête de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Cet observatoire mène des enquêtes fréquentes avec aussi des baromètres. Donc, ce qu'ils ont révélé, ces enquêtes, dans tout le milieu francophone, si je peux dire, j'ai pris donc des enquêtes issues du Québec, des enquêtes de l'Observatoire VSS en France, des enquêtes suisses et des enquêtes aussi en Fédération Wallonie de Bruxelles. Ce qui, disons, toutes ces enquêtes montrent, même si elles ont été menées avec différentes méthodologies, avec différents publics, etc., mais il y a 4 grands constats qu'on peut faire. Donc, c'est que ces violences on a une forte prévalence de ces violences parmi la population étudiante, même si les personnes étudiantes ne sont pas les seules personnes concernées. Il y a certains groupes qui sont particulièrement vulnérables aux violences de genre en milieu universitaire. On parle notamment des personnes issues des minorités sexuelles de genre et aussi les personnes en situation de handicap ou les personnes racisées. Il y a aussi des groupes de personnes qui sont davantage responsables de ces actes. On a aussi des conséquences importantes sur les sphères personnelles, sociales et académiques. Et on voit bien aussi qu'il y a un manque de signalement aux instances institutionnelles et aussi aux minimisations de ces gestes des violences. Donc ici, je vous ai mis quelques chiffres. Par exemple, concernant la prévalence, dans le cadre de ma thèse, sur les 1126 personnes étudiantes qui ont participé au questionnaire, 59% a déclaré avoir vécu des épisodes de violence de genre depuis leur arrivée à l'université. Pour 57% de ces personnes, il y avait ces violences étaient des gestes du harcèlement sexuel, donc des comportements comme des blagues, comme des remarques, comme des regards insistantes. Et 26%, pour 26% de ces personnes, c'était des comportements sexuels non désirés. Donc tout ce qui était des comportements verbaux et non verbaux réciproques avec qui inclut aussi la tentative de viol. Alors ils me disent que j'ai que 5 minutes, donc je vais
Voilà, je vais vraiment laisser tomber les chiffres que je vous ai mis sur la présentation, donc qui font juste pour vous montrer donc les 4 constats sont issus de ces chiffres, donc je vous les laisse regarder dans le PowerPoint qui va vous être partagé. Mais ce que je voulais venir sur le fait que ces violences qu'il y a aussi des adhésions à des idées reçues dans ces enquêtes qui ont montré que ces idées reçues sont par exemple à cause de féministes, on ne peut plus rien dire. Il y a une grande partie de ce qui est considéré comme harcèlement sexuel ou sexiste ne sont en réalité que des blagues sans conséquence. Donc les personnes qui se sont offensées par une blague en commentaire sur la sexualité sont des personnes très sensibles. Donc tout ça, c'est une adhésion aussi à ces mythes qui font que normaliser les violences dans ce milieu. Et donc c'est dans ce sens-là, donc pour essayer de contrer et pour rendre plus visibles les mécanismes qui disons, amènent à ces mythes et amènent aussi à cette normalisation de violence, j'ai développé un instrument, donc le violentomètre, qui historiquement a été créé en 2009 au Mexique. Le premier violentomètre, c'était pour combattre contre les violences dans la sphère privée et aussi professionnelle. Et dans le cadre du violentomètre que j'ai développé, c'était un violentomètre que j'ai développé suite à une requête de la Fondation L'Oréal, à la suite des résultats de l'enquête Ipsos qui a mentionné aussi Audrey au début. Donc, ce violentomètre a été construit en partant des témoignages réels de femmes, personnes scientifiques, qui j'ai complété avec 28 récits d'expérience et cet entretien semi-directif de personnes étudiantes de mon étude à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, plus des travaux consacrés à la construction des enquêtes quantitatives sur les violences sexistes et sexuelles. Cet outil a été validé par différentes personnes. Et en fait, cet outil, j'ai élaboré des catégories en partant des témoignages. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai pris tous les témoignages écrits qui concernaient l'expérience de violence vécue au sein de laboratoires et au sein des institutions d'enseignement supérieur de la recherche. Et j'ai classé les témoignages en catégories thématiques en utilisant deux approches. Donc, une approche en utilisant une modalité en pivot, donc qui consiste à utiliser les mêmes termes employés directement par les personnes participantes. Et l'autre façon de catégoriser, c'était en développant des catégories en partant des mesures qui étaient déjà là, qui étaient déjà existantes sur ces questions. Donc notamment le questionnaire sur les expériences sexuelles et l'enquête sexualité, sécurité, interaction milieu universitaire. J'ai créé donc 26 catégories qui ont été séparées en jaune, orange et rouge. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est dans le cadre de ce violentomètre, il y a une échelle de gravité entre les couleurs, mais la gravité des actes aussi dépend d'aspects comme le contexte, souvent, et le nombre aussi de répétitions. Pour certaines personnes, il y a des actes dans la partie orange qui ont été classés avant, qui sont plus impactants que des autres qui ont été classés après. C'est vraiment une analyse plus complexe quand on considère les actes de violence, de regarder aussi les répétitions, le contexte, etc. J'ai aussi ajouté une partie initiale verte avec des items qui décrit un cadre de travail et d'études bienveillantes comme base de comparaison. Et finalement, on a finalisé l'outil avec une explicitation de toutes les catégories et on ajoute aussi des verbatims qui ont permis sa construction. Donc là, c'est ce que rassemble un peu les différentes catégories de l'outil. Donc cette partie orange, c'est une partie qui permet aux personnes de se rendre compte. Alors, c'est souvent des items qui sont normalisés, par exemple l'invisibilisation des idées ou la sous-estimation des compétences qui, comme disait Lucie tout à l'heure, permet d'activer aussi certains stéréotypes qui ont un impact aussi sur la performance, sur le mal-être au travail et aux études.
Et en fait, c'est des items qui sont souvent banalisés, qui sont souvent considérés comme normal. C'est normal de invisibiliser les idées pendant une réunion. C'est normal de sous-estimer les compétences de collègues ou de demander à un collègue de continuer à ranger le labo après la réunion ou d'organiser ça. C'est sans considérer comme des actes normaux. Le problème est que tous ces actes, finalement, arrivent à alimenter un continuum de violence qui, à la fin, a des conséquences assez délétères sur les performances et le bien-être au travail. Et finalement, il y a un parti plus rouge, donc c'est vraiment des situations de violence plus explicites et dangereuses qui rentrent dans la définition de harcèlement sexiste et sexuel, dans lesquelles c'est important de se protéger et demander de l'aide. Donc on sait bien par contre qu'un seul outil ne suffit pas pour lutter contre ces violences, donc c'est juste une piste, mais pour changer, il faut que les universités s'impliquent sérieusement et qu'ils pourraient prendre des mesures plus concrètes. Là, en fait, je vais passer ça, mais idéalement, en fait, j'ai classé ces pistes d'intervention en 3 parties. Donc, une amélioration des mécanismes d'engagement institutionnel, la sensibilisation, la formation et la mobilisation de toute la communauté. Donc, pour ce qui concerne l'amélioration des mécanismes d'engagement institutionnel, l'idée, c'est vraiment de préciser de manière détaillée ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, quelles sont les stratégies de l'université en matière de sensibilisation, de prévention, de sanctions. Il faut aussi développer davantage des canaux de signalement avec des instaurations de bureaux physiques, spécifiques aussi, mais avec des gens qui soient formés vraiment à l'écoute. Parce que souvent, on a des personnes qui sont dans ces bureaux, mais qui ne sont pas formées au sujet des violences sexistes et sexuelles, mais aussi qui ne sont pas formées à l'écoute des personnes et qui donc proposent des solutions qui ne sont pas adaptées par les personnes qui viennent dévoiler leur expérience de violence et qui désencouragent aussi les personnes à continuer à en parler de ces violences. On a aussi besoin de plus de transparence de la part des institutions, surtout en termes de chiffres. Quels sont les cas, combien sont les cas qui sont traités, sanctionnés, quels sont les chiffres réels de ces violences au sein de l'université, donc avoir des chiffres sur lesquels se baser pour construire des initiatives, et aussi des chiffres qui permettent une fois qu'on a mis en place des actions, aussi d'évaluer ces actions, parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de campagnes qui ne sont jamais évaluées et on ne comprend pas c'est quoi l'impact réel, et donc on continue à reproduire des initiatives, même si on ne sait pas vraiment l'impact réel de ces initiatives. Pour la sensibilisation, la formation, voilà, l'idée c'était vraiment de faire des journées comme ces journées-ci, mais aussi plus spécifiques de lutte contre les violences de genre universitaires, et aussi de sensibilisation aux questions genre et aux enjeux LGBTQI+, de manière plus générale. Et en fait, considérer aussi ça comme des critères dans l'embauche, dans le renouvellement et dans la promotion des personnes qui travaillent à l'université. Et finalement, l'idée de mobiliser toute la communauté, c'est parce que, en fait, souvent, on a des initiatives qui arrivent par la hiérarchie, par les RH, etc. Mais ce ne sont pas ces personnes qui vivent ces violences au quotidien. Donc, aussi amener. Donc, je parle dans ma thèse d'une approche ascendant résultant d'une collaboration entre les personnes concernées et aussi l'institution qui permet vraiment de mettre en valeur les expériences vécues par ces personnes et d'utiliser ces expériences comme des savoirs pour pouvoir, à partir de là, pour pouvoir développer des pistes concrètes d'intervention. Voilà, donc, c'est super intéressant. Je vous remercie. Merci.